Et tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme on l'a vu titré la miniature, aujourd'hui c'est une étape entre Chambéry et Voiron pour la suite du Tour en Torel, 180 km pour cette 17ème étape. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Le sprinter ne devrait pas se laisser intimider par les montées, somme toute modestes, avec lesquelles il faudra compter dans le massif des Bauges ou en Puisse dans la Chartreuse avant de s'expliquer à Voiron, même si on aura une portion en faux plat montant et quelques virages dans un final difficile aujourd'hui, qui avait permis à Ventoria de s'imposer sur la dernière Vuelta et David Gaudu de prendre le maillot rouge. On a perdu le maillot vert avec Pedersen pour 1 point parce que tout simplement il y a un homme qui a gagné le chrono, c'est Remco, qui était à 19 points de nous avant l'étape d'hier. Bon, pic de forme comme l'étape précédente pour Juan Ayuso. Skelmos bonne forme, forme classique pour Valchek, Pedersen, Quincy Moss, alors qu'ils étaient tous en pic de forme la veille. Reggie West passe en forme classique, tout comme Verona alors qu'ils étaient en bonne forme. Et Tom Skuns qui est en forme classique aujourd'hui. Et bah, Tom Skuns va partir l'avant de la course aujourd'hui. Dernière réelle opportunité pour les sprinters avec Pedersen, on se doit d'aller essayer de ramener ce maillot vert à Paris. Place à une arrivée qui devrait mettre en lumière les sprinters. À leur évocation, on pourrait penser à une étape sans difficulté, mais attention toutefois, pour espérer disputer un sprint à Voiron, ils devront s'accrocher dans les montées du col des Prés et du col de Couze. S'ils y parviennent, il restera alors 90 km à leurs équipiers pour rattraper. Bon, par contre, Patrick Chassé a pas l'air d'être dans la meilleure forme de sa vie à se répéter ici. Benjamin Thomas nous accompagne avec Javier Romo dans cette tentative d'échapper. Mais attention toutefois, un peu moins de 30 secondes d'avance pour nous. On est le premier attaquant du jour sur cette étape. Du col des Prés et du col de Couze. Et s'ils y parviennent, c'est vrai que ça va être assez intéressant cette étape du jour. Bah oui, c'est sûr que les sprinters sont moins frais, même si on est là avec Pedersen, on pourra rendre l'étape difficile. On rappelle qu'il y a eu l'abandon de Jasper Philipsen, enfin c'est surtout qu'il était malade et blessé. Les deux cumulés à ça, il avait fini hors délai. Il me semble sur l'étape du Markstein samedi dernier. Un trio est parti en tête de course. Ouais, on va un peu avancer dans cette étape quand même. On a le lac du Bourget ici. On n'est pas très loin. Bah, on doit être de l'autre côté. Bah, on est parti de Chambéry, donc on est de l'autre côté du Mont du Chat. Qui rappellera des souvenirs du Tour de France et du Dauphiné 2017. Juan s'était imposé à Chambéry au sprint à la photo finish face à Warren Barguil qui pensait avoir gagné, mais il avait pris le maillot à poids ce jour-là. Plus de 3 minutes d'avance pour cette échappée. Mine de rien, c'est quand même assez conséquent quand on y pense. Le rythme, enfin pour le moment, bon, il avance plutôt, est assez intéressante. Après, on n'est que 3 à être partis à l'avant de la course. Il y aura la première difficulté dans quelques instants. Et d'ailleurs, Benjamin Thomas est à quelques ballettes. Il va revenir vite, un petit peu par-ci par-là. Avec Javier Romo, ce qui nous concerne. Bah, de toute façon, l'objectif très clairement, c'est de contrôler avec notre équipe aujourd'hui. Même si j'ai l'impression que c'est nous qui faisons la plupart des relais. Hein. Ce col des Prés, 3 km 606,6% de droite moyenne, on rappelle qu'il y aura 2 et 1 point à prendre au sommet de cette difficulté, classée en 3ème catégorie. Première des 2 difficultés répertoriées au classement de la montagne aujourd'hui, même si il y en aura 4. 2 montées qui seront précédentes à celle-ci, enfin antérieures à celle-ci. En 4ème catégorie, il y aura 1 point à prendre au sommet pour le premier à passer la ligne. Parce qu'avec Mads Pedersen, on pourrait s'imposer aujourd'hui. Ce serait vraiment quelque chose d'assez intéressant. En espérant, même si je tourne, on est lundi soir, une victoire d'étape française très rapidement sur le Tour de France. Parce que je dis toujours, mais bon, ce serait honteux si on n'a pas de victoire d'étape française sur le Tour de France. Déjà parce que c'est ton tour national, que tu as une histoire et une culture avec le cyclisme en France, que tu es le pic à remporter plus d'étapes forcément sur le Tour de France, qu'il a le plus remporté, que tu as énormément de victoires dans le Tour depuis le début de la saison. Je crois qu'on était à plus de 17, un truc comme ça, au mois de juin, côté français, que tu es à 3ème nation mondiale, que tu as plus de coureurs au niveau World Tour et également aussi, et ça on l'oublie un peu, mais que tu organises aussi, tu es l'un des pics qui organise le plus de courses parmi les plus prestigieuses. Romo et Benjamin Thomas face à Tom Skuns qui est le meilleur puncher de ce trio sur le sommet de cette ascension. Bon, on fait les points juste histoire de voilà, de se mettre un peu en jambe dans cette échappée. On passe en tête. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur.
Voilà, on va prendre le gel, enfin le gel bleu plutôt la roue de Romo ici avec notre coéquipier, notre coureur plutôt, ce qui va nous permettre de parler de la ville de Chambéry. Il est arrivé sur le Alors tard dans le Chambéry, cyclisme je après sais une qu'on est carrière juste à côté du renouvelée siège de la en formation Slovaquie. Groupama FDJ. L'Espagnol Pas Javier Groupama Romo FDJ, Decathlon, c'est ma devrait j'aime des fois, mais devenir je un pense à quelque solide chose et rouleur je dans dis les années l'inverse. à venir. C'est assez fou. Préfecture du département de Savoie alors qu'on était en Haute-Savoie la veille. Commencé à mettre en route derrière. Installé dans les Préalpes du Nord entre le massif des Bauges et de la Chartreuse aux affluents de la Leysse et de l'Albanne, puis de l'Yerre, la ville est le siège actuel de la préfecture de Savoie et d'une cour d'appel et d'un archevêché et dont le recensement de l'INSEE indique 60 251 habitants en 2022. La ville est surnommée la Cité des Ducs lorsqu'elle est acquise par la maison de Savoie en 1232. Elle devient la capitale politique des comtes de Savoie de 1295. Enfin, à partir de 1295, lors de l'achat du château et de l'établissement officiel du conseil résident, puis du duché de Savoie de 1416 jusqu'à son transfert à Turin en 1562. Chambéry demeure toutefois la capitale historique des États de Savoie grâce à la maîtrise des grands cols alpins et de la route d'Italie qui leur a valu le surnom de portier des Alpes. Les comtes devenus ducs de Savoie en 1416 puis rois de Sardaigne en 1718 ont exercé une influence certaine en Europe, notamment en instaurant un véritable laboratoire de l'absolutisme éclairé de 1792 à 1815 et depuis 1860, la ville fait partie de la France. Marquée par une industrialisation tardive, l'économie de la ville a longtemps reposé sur la présence des administrations et de l'armée. Son centre historique a été partiellement détruit lors des bombardements de mai 1944. Depuis sa fusion avec deux communes rurales et la création de nouveaux quartiers de zones industrielles dans les années 1950 et 1960, Chambéry connaît un fort accroissement démographique. La présence de l'université de Savoie à Chambéry, implantée en 1979, a également apporté à Chambéry une importante population universitaire. Est-ce que c'est pas... Je regardais, est-ce que c'est pas le... Alors il y a sciences, technologie, arts et lettres, langue, droit, économie, gestion et sciences humaines et sociales. 19 laboratoires de recherche. Et en culture locale, nous avons du coup classé ville, la ville est classée tout simplement ville d'art et d'histoire. Elle a la label ville épée d'histoire, d'art et d'histoire, attribué depuis 1985 par le ministère français de la Culture aux villes et pays s'engageant dans une culture d'animation et de valorisation du patrimoine et de l'architecture. Ce label permet d'établir la compétence des guides conférentiels alors qu'on a plus de 7 minutes d'avance. On va d'ailleurs demander à notre cours de roule à IN80 histoire 2 pour pas qu'ils pensent qu'on ne veut pas les relayer. Donc voilà, afin de préserver et d'entretenir durablement son patrimoine. Un secteur sauvegardé de 19 hectares a été créé en 1969, délimité par le plan de sauvegarde et de mise en valeur depuis 2010. Est-ce que c'est pas la loi Malraux, ça? C'est la loi Malraux. On rappelle qu'on a croisé Serlan en début Tour de France, en Dordogne, qui est la première ville protégée. On a également le Marais à Paris, qui est protégé par la loi Malraux, entre autres. Depuis septembre 2010, l'hôtel des Cordons, 16e siècle, rue Saint-Réal, est devenu le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, bâtiment musical destiné à faire mieux connaître le patrimoine chambérien. C'est le lieu de départ des visites sous la conduite des guides conférenciers de Chambéry. Très bien. Donc ça c'est pour Chambéry, on parlera de Voiron un peu tout à l'heure. Le peloton est pointé à 5 minutes des hommes de tête. On a Camille Gradec distancé, le coureur polonais de cette formation, Bahrain Victorious. Et le col de coude d'ici 4 km 100 avec 3,1% de pente moyenne. On va essayer de passer en tête de cette deuxième et dernière difficulté répertoriée au classement de la montagne aujourd'hui. Il y aura un point à prendre au sommet pour celui qui passera en tête de cette ascension. Il y a un peu plus de 90 km avant la ligne d'arrivée au sommet de cette ascension. Ça va être également un enjeu pour les équipes de sprinteurs de devoir contrôler par la suite pour revenir sur cette échappée qui a 4 minutes d'avance. On rappelle qu'on est en fin de tour, on est en 3ème semaine, donc il y a de la fatigue. Sur la plupart des organismes, on a avant quand même 3 étapes de montagne, dont 2 arrivées à l'Alpe d'Huez. On a eu le chrono la veille certes, mais une journée de repos il y a 2 jours également. On peut se dire qu'on est plutôt frais sur l'aspect qu'on est en début de 3ème semaine. Oui, sauf que justement on avait déjà fait 2 semaines de course, que la plupart des coureurs sont fatigués. En plus c'est un sprint en faux plat montant, avec pas mal de virages. Donc le placement sera ultra important et c'est surtout la fraîcheur qui va compter. Et avec ses stats physiques, Pedersen pourrait être redoutable aujourd'hui. Skynes s'impose sur ses, enfin passe en tête de cette difficulté. On va tout de suite passer sur Mads qui pourrait récupérer ce maillot vert. De toute façon Mads personne, on l'enverra à l'avant de la course demain peut-être. Sur les prochains jours, très clairement ça va être son objectif d'être à l'avant de la course le plus de fois possible. Très clairement Mads
Je nous rappelle qu'à chaque fois qu'on a gagné une étape sur ce Tour de France pour le moment, Pogacar s'est imposé IRL. Si l'on se fie tout simplement à l'étape des Angles avec Skelmos ou encore le Marchen avec Skelmos de nouveau. Le Tourmalet, enfin, on avait attaqué dans cette ascension-ci avant de s'imposer à Gavarniged avec Ayuso en partant quasiment au même endroit que Pogacar. Parce qu'on était distancé mais il se regardait devant et on avait pu en profiter. Et puis du côté du classement, non, mais au Luron c'était imposant d'échapper à Dirigi West. Il n'y a plus de Jasper Philipsen, mais il y a quand même toujours Binyam Girmay qui sera un de nos rivaux pour ce maillot vert, même s'il est plutôt loin. On pourrait être leader de ce classement et prendre un petit peu de points d'avance parce que c'est vrai qu'il y aura 3 arrivées en altitude. Et Remco sera redoutable là-dessus et à chaque fois il y aura 20 points à prendre. Le premier celui qui s'imposera. Et on en a un de retard sur le coureur belge. On va essayer de commencer notre remontée dans ce classement par cette moisson de points maillot vert. Dès maintenant, 13 points supplémentaires pour nous. On pourrait en avoir 12 d'avance. Sur Remco. Bon boulot. Tu prends la tête du classement. On va juste surveiller si le Belge prend des points, ce qui pourrait être une possibilité. Non, il n'en prend pas visiblement. Donc déjà du côté de notre coureur, c'est plutôt bien. 12 points d'avance sur Remco Evenepoel pour le moment. Et on va se diriger dans cette échappée. Donc on va pouvoir parler de l'arrivée à Voiron. Alors on passe pas très loin de Grenoble entre autres. Oui, on passera à Aix-les-Bains également. Je regarde juste, non, on n'est pas très loin de Grenoble, de Moiran également. Enfin, ici on la voit pas sur la carte de Vélo Magazine Grenoble. On est dans pas mal de cités thermales, logiquement, anciennes villes qui appartenaient, enfin, qui ont été données à la France par lors du Risorgimento italien. Donc à se passer bien évidemment. Et on va juste parler de Voiron. Donc Voiron, la ville d'arrivée qui est une cathédrale. Image indissociable de la ville d'ailleurs. En Isère, c'était avant au Dauphiné en province. Un peu moins de 1000 habitants au kilomètre carré. On en a 64 814. C'est le siège du pays voironnais. 90 000 habitants sur cette agglomération de 34 communes. Historiquement, la ville fut le siège du comté de Sermorins, domaine situé au débouché de la Cluse de l'Isère, au pied du massif des Chartreuses et à l'extrémité du diocèse de Vienne. Cette région frontière entre le Dauphiné et la Savoie sera un peu plus tard l'objet de nombreux conflits de 1150 à 1350 entre les différents comtes de Savoie et les dauphins du Viennois, celle-ci finissant par échoir à ce dernier, et les Voironnais, rattachés au Dauphiné en 1355, deviendra alors définitivement français. Voiron est situé à proximité de nombreux sites touristiques et notamment le lac du Paladru, du monastère de la Grande Chartreuse et du parc naturel régional de la Chartreuse, dont elle est une des 3 villes portes avec Chambéry-Grenoble. La ville est donc liée à une attractivité touristique en nette progression. Tout simplement. On a également, on peut le voir, les 3 villes portes avec Chambéry-Grenoble, le parc naturel régional de la Chartreuse, je l'ai dit, qui font partie du tourisme local. La commune a obtenu le niveau 2 fleurs au concours des villes et villages fleuris et ses habitants sont dénommés les Voironnais. Donc voilà pour le moment. Ouais, j'ai fait une pause d'une journée dans le tournage. Donc on est à 54 km de l'arrivée. Et d'ailleurs, il me semble, et même c'est sûr, quand j'ai fait la vidéo du coup qui est sortie aujourd'hui au moment où je tourne sur le tour en temps réel avec le chrono, tout simplement de Evian, il me semble que j'avais dû dire dans la vidéo que les accords d'Evian c'était le 16 mars 62, sauf que c'est totalement faux, c'est le 19 mars 62. En plus, je suis vraiment débile parce que je crois que j'ai marqué ça dans mes recherches, alors que pas du tout, et que je sais pertinemment que c'est le 19 mars 62. Mais ça, c'est quand je fais 2 choses en même temps, je m'en perds très souvent. Parce que bon, je le sais quand même que c'est le 19 mars, le jour du cessez-le-feu des combats lors de la guerre d'Algérie. Ouais, non, je vais quand même revenir un peu parce que peut-être que j'ai dit cela dans la vidéo. En tout cas, j'en ai plus réellement le souvenir, mais bon, je vais quand même au moins rectifier cela. On voit la Tour du Pin d'ailleurs sur le profil de Vélo Magazine d'aujourd'hui. Et la Tour du Pin, alors pas sur le tracé, mais à quelques kilomètres. On rappelle,
Mais la Tour du Pin, c'est là où ont lieu les championnats de France, où Romain Grégoire a été Le sacré cette laiton année, Tom en Isère Switch est également. plutôt un bon grimpeur. On va donc le surveiller Et on sur va les passer sur parcours Mathias montagneux. Mathias Kilmomaz, The Pedersen. Tu vois, ça c'est là c'est typiquement quand je pense à plusieurs choses, ce que ça donne. Parce qu'on a tout simplement le final de cette étape avec le coureur danois. Alors Bittner qui fait rouler la pique-nique, s'il veut. Après, il reste un peu moins de 25 km, la moins de la minute d'avance pour eux. C'était surtout pour des kilomètres à l'avant de la course qu'on a envoyé Tom Skuns qui était placé dans ce classement, il me semble. Ouais, il était hors du top 10. Pour accélérer et résister au retour du peloton. Ça ramène quand même quelques kilomètres pour lui de plus dans ce classement. Il va rentrer dans les 10 premiers parce que c'est une étape qui fait combien? Ouais, 180 km, il va encore en faire 160 à l'avant. Il va être toujours très très loin de Dylan Van Wilder. Mais bon, écoutez, ça fait quand même des kilomètres. La UAE qui est meilleure équipe, qui nous devance dans ce classement-ci avec la Red Bull. Enfin, avec la Red Bull, qu'est-ce que je raconte? Non. Mais c'est vrai qu'il nous devance, ce qui est pour me déplaire quand même. Là pour le moment de toute façon on garde Tom Skuns à l'avant de la course pour le moment. Allez, on va lui demander de rouler à 100 si possible. Et on demande, dans le final on va demander à Quinn Simmons ou encore Carlos Verona et Mathias Vachey de rouler à 100 pour essayer de mettre en difficulté nos rivaux pour ce maillot vert. On rappelle qu'il n'y a plus Jasper Philipsen. Et bon, ça reste quand même très très important. Donc on a Aix-les-Bains, qui est un festival de musique qui avait accueilli Katy Perry il y a quelques jours. D'ailleurs, Aix-les-Bains et son festival de musique, je parle. Parce que Aix-les-Bains, comme je disais dans le Katy Perry, qui est allé au Vieille-Charrue il y a quelques jours d'ailleurs. Et qui était aussi du côté de Brive aussi. Qui est une ville, une station balnéaire et thermale, comme le nom Les Bains, en Savoie. Porte du parc naturel régional du massif des Bauges et bordé par le plus grand lac naturel d'origine glaciaire de France, le lac du Bourget. Aix est la deuxième commune la plus peuplée du département avec plus de 30 000 habitants, considérée comme l'une des plus anciennes cités de Savoie. L'une de ses sources chaudes, cette ville d'eau fait partie des importantes communes thermales françaises. Elle fut par ailleurs un haut lieu de villégiature à la belle époque pour les familles princières et fortunées. Aujourd'hui, cette station classée de tourisme diversifie ses activités à l'échelle de son agglomération de 75 000 habitants avec la marque Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Elle possède aussi d'autres atouts comme son festival de musique Musiliac, comme que j'ai parlé à l'instant, son patrimoine historique et naturel ou bien une eau minérale exploitée. Le territoire aixois abrite également quelques grosses industries comme General Electric, les sièges de Léon Gross, ABB Process Engineering, donc c'est lié, ou bien Exam sur le classement Où fait-il bon vivre en France, réalisé par les Échos en 2015. La ville, le bassin d'emploi de Aix, Chambéry, Aix-les-Bains, est classé au 6e rang sur 304 zones répertoriées. Et si on regarde la culture locale, c'est un mélange, elle se mélange à son département, que ce soit dans la gastronomie, pour son histoire commune. Son patrimoine est un florilège d'influences issu de nombreuses invasions historiques. Elle doit beaucoup à son statut de ville thermale, ce qui, à la belle époque, lui a permis un essor considérable et lui ferait un capital historique et riche et varié. Et par conséquent, elle est classée ville d'art et d'histoire. On a le Casino Grand Cercle, se trouve avec les bains, constitue un ensemble architectural majeur en Savoie, au même titre que le Casino d'Évian-les-Bains. Ce bâtiment a été construit à partir de 1857, puis inauguré, entièrement rénové en 1988. Il a été inauguré par Victor Emmanuel II en 1850, ce lieu symbolique de la belle époque, donc qui fut roi d'Italie par la suite. Roi de Sardaigne, prince du Piémont et comte de Nice de 49 à 61. Avec l'unification italienne, il est le premier roi d'Italie le 17 mars 61 jusqu'à sa mort en 78. Ce lieu regroupe, donc ce lieu symbolique de la belle époque regroupe des salles de réunion, un tas des restaurants, des discothèques, bien sûr des machines à sous. C'est le 19e rang des casinos français à la base de son produit brut des jeux pour l'année 2012. Le château du Roche-du-Roi est un château du XXe siècle. Il se situe sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, bâti à flanc de colline. Le château domine une bonne partie de la ville et surplombe entre autres l'hippodrome et le golf. Il fut construit en 1900 par l'architecte de la ville Jules Pain-Aîné ainsi que par son entreprise Léon Gross. Ce château est à présent classé monument historique. Son style architectural est un mélange entre les palais orientaux et le château de la Renaissance. Il est construit sur une terrasse supportée par des sous-bassements voûtés en plein cintre. À l'extérieur du château, dans sa périphérie, se trouve une forêt très dense composée d'arbres multicentenaires, de broussailles de végétaux communs à la région. Le château appartient actuellement à un propriétaire de la Haute-Savoie constatant
qu'il est laissé à l'abandon depuis de nombreuses années. La ville tente, après plusieurs dégradations majeures constatées et après de multiples interventions des pompiers sollicités pour des incendies, de se porter acquéreur de ce monument, mais alors qu'il tombait en ruine depuis 15 ans, laissé à l'abandon par son ancien propriétaire allemand, la ville l'avait acquis pour 485 000 euros en 2015. Un industriel de la Haute-Savoie s'est porté acquéreur afin de le rénover et d'en faire un centre culturel privé pour 530 000 euros. On a également l'église Notre-Dame des Eaux, paroisse de l'Assomption, se trouve dans le centre-ville d'Aix-les-Bains, construite sur les plans de l'architecte Arthur Bertin dans un style romano-byzantin. Elle est inaugurée en 1899. Le chevet de l'église est éclairé par des vitraux réalisés par Lucien Desgules, maître verrier d'origine lyonnaise. La place devant l'église se transforme durant la semaine en parking public en raison de son emplacement central dans le tissu urbain. Et je vais juste voir autre chose. La famille de Napoléon a été de passage à Aix. Les terres nationaux de Lamartine qui a séjourné plusieurs années dans la commune en écrivant son poème Le Lac. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que oui, la ministre des Sports, elle est conseillère municipale d'Aix-les-Bains depuis 2008. Ça, c'était bien ce que j'avais en tête. Donc c'est bien ce à quoi j'avais pensé. Parce qu'il me semble qu'elle s'était présentée à la municipalité justement, mais elle avait perdu. Entre autres. Donc ça, je voulais en parler, surtout de la ville d'Aix-les-Bains, parce qu'on y passe. On est sur les terres aussi de la formation Décathlon CMA CGM, qui est basée Chambéry, Mode Servolex, entre autres. Et également de la New Gen aussi, de cette équipe réserve, la New Gen, que Romain Bardet va également avoir un rôle important à partir du 1er janvier 2027 dans cette formation, que c'est en manager sportif de l'équipe 1 ou de la New Gen. On retrouve Romain Sparfel entre autres. L'échappée résiste, alors il y a encore quelques minutes à peine d'écart avec eux. Enfin, quelques minutes, quelques secondes, 35 secondes pour être précis. Ils vont être récupérés, je pense, dans la prochaine portion montante. On prend ce gel bleu qui, je le rappelle, toujours donne 15% de barre grise ou de barre de fatigue, en tout cas, qui nous permet d'en récupérer 15%. Oui, mais là, surtout avec Mats Persson, on va essayer d'être bien positionné. On va demander à Mathias Vacek de remonter pour la 80, tout comme Quinn Simmons. Et Carlos Verona. Notre équipier Carlos Verona. Non, par contre, on va demander le gel bleu, de prendre son gel bleu pour Vacek, Quinn Simmons, Skelmose, Dereji West ou encore Juan Ayuso. Avec Pedersen, nous on est plutôt pas mal. On aura assez d'énergie pour aller jusqu'au bout. Ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Certes, on est 2 jours après une journée de repos, mais et que la veille c'était un contre-montre. Plus on est en 3ème semaine, les organismes sont fatigués et un faux plat montant d'un dernier kilomètre. On n'arrive pas en faux plat montant, mais par contre, contrairement à la Vuelta, enfin, c'est pas la même finale qu'à Vuelta l'an dernier, il me semble. Mais on a quand même quelques virages. Mais on a ce faux plat de 2 km dans les 5 derniers qui sera assez intéressant quand même pour mettre en difficulté certains de nos adversaires. Oui, ce sera un sprint massif, mais il y a aussi quelques virages qui peuvent être à notre avantage. Cette échappée qui va être récupérée dans quelques instants. Benjamin Thomas distancé. Il reste plus que Javier Romo à nos côtés. Par contre, là, tout va bien. On s'est fait totalement déloger en 5ème position. Warren Scholl qu'on a dépassé, mais effectivement, on est en 50ème position alors qu'on était en 10 premières depuis le début. Je vais pas utiliser de turbogel maintenant, il nous servira pour plus tard, essayer de récupérer un petit peu de rouge dans cette portion descendante, mais on est en train de se faire enfermer avec Mats Pedersen si on se met en position aéro, ce qui n'est pas l'idéal. Regardez comment tout le monde est au sprint dans cette descente, c'est hallucinant. Et on va en bénéficier pour récupérer au maximum notre barre rouge. La barre bleue, ce sera pas forcément nécessaire maintenant.
L'objectif sera surtout de remonter, mais on a face à nous un mur de coureurs. Alors bonne chance pour les récupérer, enfin, pour passer devant. Écoute, maintenant, Tom Skunk va rester à 100%. On va mettre Verona à 100, tout comme Quinn Simmons encore. Mathias Vacek. Ouais, je voulais voir, mais il reste encore de la barre bleue. Hein. Enfin, il reste encore une possibilité de prendre du gel bleu pour Deradji West, Juan Ayuso, Mathias Kelmoz. Les 10 derniers kilomètres. Oui, ouf, par contre, on est remonté je ne sais comment en 3 secondes. Toutes les places que l'on avait perdues. Le peloton est entré dans les 10 derniers kilomètres. Il sera difficile de tromper la bah écoutez, préparez le sprint pour Pedersen. Hein. Même si mes coureurs vont faire les débiles. C'est au moment pour qu'ils puissent revenir quand même. On a Sanglé de Fouenan, Baptiste de Strofer qui est pas très loin de nous. Le plus combatif de ce Tour de France, c'est Ilan Van Huyder sur le Tour en Torrent en termes de kilomètres passés à l'avant de la course. Voilà, Quinn Simmons revient Captain America, champion des États-Unis. On a Marco Frigo pour amener son leader. Oh, par contre, Deradji West, il est en train d'envoyer tout comme Tom Skunk pour nous accompagner. Le final est technique. Ça va monter un peu Mais dans Tom les Skunk, on va 5 peut-être lui dire d'arrêter. Hein. Ouais, relève-toi. Parce qu'on aura besoin de tes services lors des prochaines étapes. C'est vrai qu'à Youssou, j'avais pas fait gaffe, mais on a étape des champs, c'est difficile. Déjà, Styrus, il avait galéré. Mais nous, on voulait la jouer avec Mats Pedersen. Là, voici cette portion en faux plat montant qui peut faire mal aux organismes de nos rivaux. Avec Quinn Simmons, s'il peut se mettre à rouler, ce serait vraiment bien. Là, c'est ici, on va pouvoir plutôt, vraiment, j'ai envie de dire, caresser les pédales avec Mats Pedersen. On est dans notre élément, contrairement à certains autres sprinteurs. Enfin, un sprinter, mais il y en a qui peuvent perdre quelques positions. Encore 5 km avant de connaître le nom du vainqueur du jour. Et bien, vu la physionomie de la course, il est plus Et on le que voit, probable hein, que ce soit un sprinter tout le monde qui est inscrit déjà son nom en au palmarès. danseuse ici. Ce qui n'est absolument pas notre cas avec Mats Pedersen. On caresse les pédales ici. On est très aérien. Il va falloir être très très bien positionné. Il y a ce virage où il faut à tout prix se retrouver à l'intérieur parce que sinon on va être plaqué à l'extérieur par nos adversaires. C'est vrai qu'on prend du vent, mais bon quand même. Là, il faut absolument être bien positionné. Regardez tous nos adversaires enfin nos adversaires sur tous les trains. On va se faire enfermer. Si ça continue comme ça, il va falloir vite remonter par rapport à Encourn ou à Ski face à Tim Erlier ou William Yermet qui sont censés les amener. Allez, là, ça y est, peut-être une petite cassure qui peut nous avantager. Il y aura des virages dans le dernier kilomètre, mais on va essayer de lancer quasiment sous la flamme rouge. Allez, on va lancer maintenant avec Mats Pedersen. On sait qu'il y a un virage qui peut nous avantager, même on en aura 2, voire 3 des courbes ici. Remonter, ce sera notre objectif avec Pedersen face à Van Der Poel. Peut-être le retour de Mats Pedersen, il va se faire peut-être dans ces derniers mètres. On va finir 4ème. Encore une fois, on ne réussit pas à s'imposer sur une étape de ce Tour de France, mais on prend quand même pas mal de points. Ah, ça me fait chier. Vraiment, je le dis, ça me fait chier de perdre encore une fois avec Pedersen face à Mathieu Van Der Poel. On finit avec quasiment plus de rouge, mais on n'a pas réussi vraiment à voir cette explosivité, cette giclette là au moment où on lance d'un sprint. Alors Warrenskold était parfaitement bien placé, on n'arrive même pas à le dépasser. Ouais, bah écoutez. Attendez, est-ce qu'on pourra avoir ce sprint avec Pedersen? On n'a pas eu d'explosivité, c'est même pas Philipsen, c'est Van Der Poel qui s'impose. Et d'ailleurs, on finit 4ème, oui, même 5ème, attendez. Voilà, avec Pedersen, on s'est totalement foiré ici. Attendez, 5ème. Certes, on reprend des points en maillot vert, mais c'était pas ce qu'on voulait. 8 heures de Mathieu Van Der Poel aujourd'hui. Le jaune pour Pogacar, le vert pour Pedersen, le maillot blanc pour rouge pour Mathias Kelmoz et le maillot blanc pour Paul Sexas. C'est pas ce que l'on souhaitait aujourd'hui avec donc 4ème. Je sais pas comment on fait pour être devant Johnny, mais bon. 8 heures de Mathieu Van Der Poel, le néerlandais de la Alpecin première tech en 4 h 3 minutes et 28 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général en 62 h 9 minutes et 49 secondes. C'est Tadej Pogacar qui est en tête du classement général. En tête du classement numéro grimpeur, 111 points pour Mathias Kelmoz, le Danois de notre équipe de la formation de Heide Trek, oui, de cette formation. Par contre, Mats Pedersen est en tête avec 259 points de ce classement par points, le Danois de notre équipe de Heide Trek. Mais à 229 points, on a Remco Evenepoel et à 193 Tadej Pogacar. On a la menace Remco. Ça va être chaud avec toutes les étapes qui restent, même s'il y aura les champs pour nous. Du côté du classement
Des jeunes, c'est toujours Paul Sexas, le corps français de la formation Décathlon Sama CGM en 62 heures, 15 minutes et 35 secondes. À 6 minutes et 8 secondes, Juan Ayuso pour notre équipe. Et puis Lenny Martinez, ouais, pour la Bahreïn. Ouais, c'est la Red Bull et puis la UAE derrière. À 11 minutes et 12 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, l'équipe Emirati, les 8 Emirates en 186 heures, 58 minutes et 22 secondes est en tête de ce classement par équipe. Et puis du côté du classement de la combativité, Ilan Andruider est avec 885 km, le Belge de la Soal Quick-Step en tête de ce classement. On fait un bon tir groupé, mais on n'est toujours pas en tête de ce classement qui fait partie de tous les objectifs qu'on a au-delà du top 5 au général, des victoires d'étape. Et ben on a le maillot à poids, le classement de la combativité qu'on a ramené à chaque tour en temps réel. Et on aimerait bien ramener aussi le classement par points que l'on a ramené qu'à une seule reprise. C'était en 2022. Et on aura à cœur bien évidemment de pouvoir le ramener. Allez. On se retrouvera du coup demain pour la suite de ce tour en temps réel avec de la montagne entre Voiron et Orsières-Merlette. Arrivé bien évidemment mythique avec Luis Ocaña qui avait mis le plus grand revers de la carrière d'Eddy Merckx en lui mettant 7-8 minutes en 1971 dans cette ascension. Là où Roglic s'était imposé également en 2020, c'était la dernière victoire de Primož Roglic sur une étape lors du Tour de France. Également pour le Slovène, et Juin Philippe avait conservé son maillot jaune. On aura beaucoup de choses à se raconter aujourd'hui. Ça va être assez intéressant. Mais on va surtout... Enfin, aujourd'hui plutôt demain. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la communication, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est 3D pour tout le monde. À la prochaine, ciao.